Cette vidéo est consacrée pour les élèves de la deuxième baccalauréat section PC pour résoudre les exercices proposés aux examens du baccalauréat concernant la matière SVT. Donc on va commencer les exercices de l'unité numéro 2 concernant l'information génétique. Ces exercices qui sont posés dans les examens du baccalauréat concernant les sessions normales 2016 et session rattrapage 2016 pour la section PC. Et on commence par celle proposée à la session normale. Voilà le texte. Donc on commence la correction des exercices du raisonnement scientifique des examens de la deuxième unité d'information génétique, proposés lors des sessions de 2016 pour la section PC. Avant d'entamer la correction, j'espère que vous avez déjà essayé de résoudre cet exercice pour vous tester et vous préparer au contrôle de classe et à l'examen final. Donc, pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique lors de la formation des gamètes chez les êtres vivants diploïdes, on propose l'exploitation des données suivantes. Première donnée, les figures du document ci-dessous représentent certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale dont la formule chromosomique est de Z est égal à 4. On voit donc ici le document. Première question. Identifiez en justifiant votre réponse les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. Donc, vous avez ici 4 étapes. Vous devez bien sûr identifier ces 4 étapes, donner leur nom, ainsi que le phénomène biologique étudié. Comme vous le remarquez ici, on a une paire de chromosomes homologues qui vont s'apparier. Là, on voit qu'il y a séparation des chromosomes homologues, mais tous les chromosomes sont toujours bichromatidiens, sont formés de 2 chromatides. Donc, on peut supposer que celle-ci, où il y a formation de appariement de chromosomes, c'est-à-dire de formation de tétrades, on peut parler de l'anaphase 1. Là, bien sûr, il y a séparation ou migration des chromosomes toujours formés par 2 chromatides. Donc, on parle de l'anaphase numéro 2. Alors que celle-ci, il y a seulement un seul chromatide pour chaque chromosome, c'est-à-dire un chromosome monochromatidien. Donc, c'est l'anaphase 2. Alors que celle-ci, on voit bien qu'il n'y a pas de chromosome homologue, mais seulement un chromosome, c'est-à-dire un exemplaire de chaque chromosome qui sont sur la plaque équatoriale, c'est-à-dire le centre de la cellule. Donc, on peut supposer que c'est la métaphase 2. Donc, la figure A, c'est la prophase 1. Justification, appariement des chromosomes et formation des tétrades. La figure B, anaphase 1. Ascension polaire, c'est-à-dire migration des chromosomes bichromatidiens et sans clivage des centromères. Figure C, c'est l'anaphase 2. Ascension polaire, migration polaire des chromatides, c'est-à-dire le chromosome monochromatidien, après clivage des centromères. Alors que la figure D, métaphase 2, il y a formation de la plaque équatoriale constituée de N chromosomes bichromatidiens formés de 2 chromatides. Donc le phénomène étudié, puisqu'on parle de prophase 1, anaphase 1, anaphase 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 divisions qui se succèdent, donc on peut parler que c'est la méiose. Donc le phénomène étudié est la méiose. Deuxième question, réaliser le schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure B. La figure B, la voilà, elle représente, comme on a dit, l'anaphase 1. Déduisez le nom du phénomène responsable des 2 possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Donc, comme réalisation d'un schéma, voilà. Donc là, vous voyez, on a un chromosome blanc avec un petit noir. Là, on a un gros noir avec un petit blanc. Par contre, ici, on voit ici les blancs, le grand et le petit dans un côté, et le noir, le grand et le petit dans un autre. Donc ça, c'est une autre disposition. Donc, quel est le phénomène qui est responsable de cette répartition? Bien sûr,
Le phénomène responsable des deux possibilités est la ségrégation indépendante des chromosomes, c'est-à-dire qu'il y a un brassage interchromosomique qui aboutit à la diversification de l'information génétique des cellules filles gamètes issues de la myose. Moi, bien sûr que ce phénomène, c'est-à-dire le brassage interchromosomique, est bien sûr responsable de la répartition des chromosomes de façon différente pour donner des gamètes, des cellules sexuelles qui sont bien sûr différentes du point de vue génétique. Afin d'étudier le mode de transmission des deux caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise les deux croisements suivants. Premier croisement entre des femelles aux yeux rouges et ailes droites P1 et des mâles aux yeux pourpres et ailes courbées P2. La première génération obtenue F1 est constituée uniquement d'individus avec des yeux rouges et des ailes droites. Comme remarque, le croisement inverse ou réciproque du premier croisement donne les mêmes résultats. Deuxième croisement entre des mâles aux yeux pourpres et des ailes courbées et des femelles de F1, la génération F2 obtenue compte 390 drosophiles aux yeux rouges et ailes droites, 380 yeux pourpres et ailes courbées, 120 avec yeux rouges et ailes courbées, 110 aux yeux pourpres et ailes droites. Et on vous donne ici les symboles à utiliser. Comme question, en exploitant les résultats des deux croisements, déterminer le mode de transmission des caractères étudiés. C'est-à-dire, lorsqu'on vous demande de déterminer le mode de transmission, c'est-à-dire c'est-à-dire les gènes, s'ils sont dominants ou récessifs, s'ils sont portés par un chromosome sexuel ou un chromosome autosomal, et si les gènes étudiés sont indépendants ou liés. Donc, d'après le premier croisement, qu'est-ce qu'on constate? On obtient une génération F1 qui est totalement homogène et qui a les caractères d'un des parents. Ça prouve que les parents sont de race pure d'après la première loi de Mendel. En plus que F1 ayant les mêmes caractères que l'un des parents, c'est que ces caractères sont dominants. Donc le rouge domine sur le pourpre et aile droite domine sur aile courbée. En plus, le croisement inverse du premier croisement donne les mêmes résultats. Ça prouve que les gènes étudiés ne sont pas portés par les chromosomes sexuels, mais par un chromosome autosomal. Du deuxième croisement, qu'est-ce qu'on peut tirer? Puisqu'on obtient ici 4 phénotypes différents, mais de proportions différentes. C'est-à-dire on a des proportions majoritaires et des proportions minoritaires. Les majoritaires, si on voit ici les phénotypes, ce sont les parentaux, alors que ceux-ci sont les recombinés, puisque le pourcentage des parentaux est supérieur du pourcentage des recombinés, donc on peut dire que les gènes sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Donc comme réponse que vous devez donner, on étudie la transmission de deux caractères héréditaires. D'ailleurs, on vous le donne ici. Transmission de deux caractères. Donc les deux caractères héréditaires, c'est-à-dire la couleur des yeux et aspect des ailes. Donc on est dans un cas de déhybridisme. Les individus de F1 ressemblent à l'un des parents. Yeux rouges et aile droite indiquent que il y a dominance, c'est-à-dire la dominance de l'allèle responsable des yeux rouges qu'on note grand R sur l'allèle responsable des yeux pourpres qu'on note petit r. Et il y a aussi dominance de l'allèle responsable des ailes droites qu'on note grand D et l'allèle responsable des ailes courbées qu'on note petit d. Aussi, les individus de F1 étant homogènes, les parents sont donc de lignée pure selon la première loi de Mendel, alors que le croisement réciproque donne les mêmes résultats, donc hérédité non liée au sexe. L'exploitation du deuxième croisement. Il s'agit d'un backcross, car on a croisé un individu de F1 avec le parent double récessif. La génération F2 obtenue est composée de 4 phénotypes avec des pourcentages différents. Deux phénotypes parentaux majoritaires, soit 77,2%, et des phénotypes recombinés minoritaires qui représentent seulement 22,8%. Donc les deux gènes étudiés sont liés, c'est-à-dire il y a une liaison partielle en présence d'un enjambement chromosomique, c'est-à-dire un crossing over. Donc quatrièmement, donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier de croisement.
Donc lorsqu'on vous demande de donner l'interprétation chromosomique, vous avez utilisé toutes ces données que vous avez obtenues ici. Donc l'interprétation, là voilà. On a les parents mâles, P2 qui est récessif, double récessif, et la femelle de F1, là voilà. Donc, comme phénotype petit r, petit d, comme phénotype grand R, grand D. Génotype petit r, D, grand R, grand D, petit r, petit d. Donc, celui qui est double récessif ne va donner qu'un seul type de gamète, donc 100% de RD. Alors que les femelles F1 qui sont hétérozygotes vont bien sûr donner 4 types de gamètes de différents pourcentages. Et l'échiquier, le voilà, donc on représente ici les gamètes pour les RD, c'est-à-dire les gamètes du mâle double récessif, et là pour les gamètes de la femelle hétérozygote. Et on obtient ici les données. Donc là c'est le génotype, là c'est bien sûr c'est le phénotype, et là c'est le pourcentage qu'on peut obtenir. Donc ce qu'on peut constater que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Et quatrièmement, on vous demande de établir ou établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies dans cette réalisation. Donc pour établir la carte factorielle, on doit d'abord bien sûr calculer la distance entre les deux gènes. Et aussi que la distance entre les deux gènes est le pourcentage des recombinés. Les recombinés aussi, on a 12% et 11%, ça veut dire qu'il y a 23%. Donc la distance c'est 23 centimorgans entre les deux gènes R et D. Donc calcul du pourcentage du phénotype de type recombiné. Donc 230 sur 1000, c'est-à-dire on va assembler 12% et 11%, ça veut dire 23%. Ou on fait bien sûr le calcul, 120 plus 110, ça veut dire 230, divisé par l'ensemble qui est 1000, donc ça veut dire 23%. Ainsi, la distance séparant les deux gènes est 23 centimorgans, et la représentation correcte de la carte factorielle sera comme celle-ci. Bien sûr, vous pouvez écrire ici RD ou DR, mais la distance doit être la même, c'est 23 centimorgans. Alors on passe maintenant à l'exercice proposé à la session de rattrapage. Donc vous avez ici le texte. Vous pouvez arrêter la vidéo pour essayer de répondre ou de résoudre cet exercice. Sinon, on va entamer la correction. Alors pour déterminer l'origine des mutations et le mode de transmission d'un allèle mutant chez deux types d'êtres vivants, on propose l'exploitation des données suivantes. Première donnée, afin de déterminer l'origine de la résistance d'une souche de bactéries qu'on note PA, Pseudomonas aeruginosa, à un type d'antibiotique nommé macrolide. On propose l'exploitation des observations suivantes. Après l'infiltration des macrolides à l'intérieur des bactéries PA, ces molécules se fixent sur les ribosomes, ce qui inhibe la synthèse de certaines protéines indispensables à la multiplication de ces bactéries. Donc ça, ce sont des données qui sont importantes pour résoudre votre exercice. Le document 1 représente la concentration des macrolides en unité arbitraire UA à l'intérieur et à l'extérieur des deux souches de bactéries PA, une souche sauvage et une souche mutante, placées dans un milieu contenant la même concentration de ces antibiotiques. À partir de la comparaison des résultats indiqués sur le document 1 et 2, expliquez la résistance de la souche mutante aux macrolides. Donc si on voit ici le document 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour la souche sauvage, la concentration des macrolides à l'intérieur de la bactérie, elle est très importante qu'à l'extérieur. Par contre, chez la souche mutante, elle est faible à l'intérieur, mais elle est importante à l'extérieur. Donc c'est contraire. Pour le document numéro 2, on voit que pour la souche sauvage, on voit que la protéine MEX-AB-OPRM est très faible dans la souche sauvage et très élevée dans la souche mutante.
Donc, comme comparaison, chez la souche mutante, la concentration des antibiotiques macrolides dans le milieu extérieur est supérieure à sa concentration dans le milieu intérieur, c'est-à-dire contraire à la souche sauvage. La souche mutante contient une quantité importante de la protéine MEX-AB-OPRM plus grande que celle présente chez la souche sauvage. Vous voyez ici, elle est élevée, là, elle est très faible. Comme interprétation, la résistance aux macrolides chez la souche mutante est liée à la concentration élevée de la protéine MEX-AB-OPRM, ce qui assure l'expulsion des macrolides hors des bactéries concernées. Vous voyez, donc on a utilisé cette information-là pour répondre à la question d'interprétation. La protéine MEX-R inhibe la synthèse d'une grande quantité de la protéine MEX-AB-OPRM. Le document 3 présente une partie du brin non transcrit du gène qui contrôle la synthèse de la protéine MEX-R chez les deux souches sauvages et mutantes, alors que le document 4 représente un extrait du code génétique. Remarquez ici et faire attention, on vous donne ici le brin non transcrit. En utilisant les données des documents 3 et 4, déterminer la séquence des acides aminés correspondantes à chaque partie du gène contrôlant la synthèse de la protéine MEX-R chez les deux souches bactériennes étudiées et expliquer l'origine héréditaire de la résistance observée chez la souche mutante. Donc, pour déterminer les séquences d'ARN ou des acides aminés, on doit d'abord déterminer la séquence des ARN. Mais faites attention, on vous donne ici le brin non transcrit. Donc, pour déterminer la séquence des acides aminés correspondants à la partie du gène codant la synthèse de la protéine MEX-R chez la souche sauvage, on détermine d'abord le brin non transcrit qu'on nous donne ici, le voilà. On détermine le brin transcrit qui est en bleu. Et de là, on détermine la séquence d'ARN qui est en rouge. Et après, on va utiliser le tableau des acides aminés pour déterminer, c'est-à-dire les acides aminés d'après les codons qu'on a ici. Donc pour chaque codon, il y a une protéine ou il y a un acide aminé correspondant. CAU, donc on va chercher ici CAU, voilà CAU, c'est histidine. Et on écrit ici bien sûr histidine. GCG, GCG, alaline, voilà donc alaline, etc. Puis on détermine la séquence d'acides aminés correspondant à la partie du gène codon pour la synthèse de la protéine MEX-R chez la souche mutante, de la même manière. Donc le brin non transcrit, le brin transcrit, l'ARN messager, et ainsi on détermine la séquence des acides aminés. Alors pour expliquer l'origine héréditaire de la résistance de la bactérie mutante, on va comparer les deux acides aminés ou les séquences des acides aminés qu'on a ici. Lorsqu'on compare, on voit bien que celle de la souche mutante est courte par rapport à celle de la souche normale. Parce que ici, on a un codon stop qui ne correspond pas, bien sûr, à des acides aminés. Donc, il va arrêter la traduction de l'ARN M, donc ce qui va donner une protéine courte, donc non fonctionnelle, ce qui explique bien sûr la résistance de la bactérie. Cette obtention d'une protéine courte est due bien sûr à si on compare les nucléotides au niveau du brin transcrit, c'est-à-dire l'ADN, on constate qu'il y a une différence. Remarquez ici, le G, c'est-à-dire la guanine, a été substitué par une thymine au triplet 114. Alors, explication. La résistance aux macrolides est due à une mutation de substitution de G par T, c'est-à-dire la guanine par la thymine. Au niveau du triplet 114, du brin transcrit de l'ADN dont résulte l'apparition d'un codon non-stop, UGA. Donc, absence au niveau de l'ARN M, ceci induit la synthèse d'une protéine MEX-R courte et inefficace. Donc, absence de l'inhibition de la synthèse de la protéine MEX-OPR
et production des grandes quantités de la protéine MEX OPRM, ce qui entraîne une expulsion excessive des macrolides hors de la bactérie, ce qui explique la présence de la souche bactérienne mutante résistante. On cherche à comprendre le mode de transmission d'un allèle mutant chez le diamant mandarin, espèce d'oiseau. Un aviculteur, éleveur d'oiseaux, a réalisé deux croisements entre des individus de phénotype suivant. Donc vous avez ici le premier croisement et vous avez là le deuxième croisement. Un mâle à face noire avec une femelle à face noire, un mâle à face noire avec une femelle à face grise. Et vous avez ici les résultats obtenus. En utilisant les résultats du premier croisement, déterminer le mode de transmission du caractère couleur de la face chez l'oiseau. Donc si on voit ici le premier croisement entre deux individus mâles et femelles de même phénotype, face noire, on obtient un tiers d'individus face grise et deux tiers d'individus face noire. L'obtention de un tiers de tiers indique qu'il y a un gène létal, en plus que l'obtention de deux tiers d'individus à face noire indique que le gène responsable ou l'allèle responsable de la face noire est dominant sur l'allèle responsable de la face grise. En plus que la génération F1 est hétérogène, donc les parents sont de race hybride. Donc, comme exploitation, il s'agit d'un cas de monohybridisme. Bien sûr, on utilise seulement un seul caractère, c'est-à-dire la couleur de la face, puisqu'on utilise la transmission d'un seul caractère héréditaire, la couleur de la face chez l'oiseau. La descendance du premier croisement est constituée de deux tiers d'individus à face noire et un tiers d'individus à face grise, génération hétérogène. Donc, l'un des parents, ou les deux bien sûr, est hétérozygote, hybride. Les oiseaux à face noire sont des hybrides, c'est-à-dire deux tiers de la descendance, avec une dominance de l'allèle responsable de la face noire qu'on note grand B, et l'allèle responsable de la face grise, qui est le récessif, qu'on note bien sûr petit b. Il s'agit bien sûr d'un gène létal, puisqu'on obtient la fréquence de tiers, 1 tiers. Le croisement réciproque donne les mêmes résultats, donc l'hérédité n'est pas liée au sexe. On donne ici l'information. Remarque, le croisement réciproque inverse donne les mêmes résultats. Vous voyez donc, il n'y a pas liaison avec le chromosome sexuel. Déduisez le génotype des individus ayant le phénotype sauvage et des individus ayant le phénotype mutant. Le mutant, c'est le dominant, c'est la face noire. Donc, puisqu'ils sont hybrides, ils vont être grand B, petit b. Alors que les sauvages, ils sont récessifs et bien sûr homozygotes et comme génotype, ils ont petit b, petit b. Voilà. Donc l'oiseau à face grise homozygote à phénotype récessif, donc petit b, petit b. Les oiseaux à face noire qui sont hétérozygotes et le phénotype dominant, grand B, petit b. Donnez l'interprétation chromosomique du premier et du deuxième croisement, en justifiant votre réponse par un échiquier de croisement. Donc, comme interprétation, on a les parents, mâle et femelle, donc bien sûr face noire du premier croisement, donc grand B, ils sont hétérozygotes, là voilà, et vont donner bien sûr le même pourcentage des gamètes 50-50. Et lorsqu'on fait l'échiquier, on va obtenir un quart, un quart, un quart, un quart. Comme d'habitude, bien sûr. Mais puisqu'on a un gène létal, donc grand B n'est pas viable, donc on doit l'éliminer. On va avoir 2 tiers de grand B et 1 tiers B, donc les résultats sont conformes, c'est-à-dire les résultats obtenus sont conformes aux résultats expérimentaux. Pour le deuxième croisement, toujours on a un mâle et une femelle, mais la grand B, c'est-à-dire à face noire, l'autre à face grise, c'est-à-dire récessive. Le grand B et les hétérozygotes dans grand B, petit b va donner deux types de gamètes 50-50. Et récessive va donner bien sûr un seul type de gamète 100%. Le tableau, le voilà, on va obtenir un demi, comme ici. Donc les résultats sont conformes aux résultats obtenus bien sûr. Je vous laisse ici les examens proposés lors des sessions de 2017 à réaliser chez vous. Donc voilà pour la session normale 2017.
Et voilà pour la session de rattrapage 2017. Donc j'espère que vous allez résoudre ou répondre aux questions de cet exercice pour vous tester et préparer vos examens. Pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bon courage. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le commentaire.